Bonsoir et bienvenue à votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. L'émission d'aujourd'hui est consacrée sur le plan national numérique Horizon 2025. L'année passée, le président de la République avait participé à un forum national sur le plan national du numérique. Aujourd'hui, nous avons interviewé les conseillers spéciaux du chef de l'État en charge du numérique pour en savoir d'où est-ce qu'on est depuis le draft jusqu'aujourd'hui. Retenons que c'est dans la logique du chef de l'État de faire avancer la République démocratique du Congo dans le domaine numérique. D'où vient l'idée? Quelles sont les réalisations jusque-là? Les difficultés et contraintes? Le conseiller spécial du chef de l'État, M. Migisha Dominique, nous en dit plus. Monsieur Dominique Migisha, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, bien oui, sûr. C'est bien cela. Parlez-nous un peu de vous et dites-nous qu'est-ce que vous avez pu faire pour être aujourd'hui conseiller du président en charge du numérique, conseiller principal, bien sûr. Avant toute chose, je tiens d'abord à remercier l'équipe de 30 Échos d'avoir bien voulu s'intéresser à mon cabinet et à l'action que je mène pour le compte du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, je m'appelle Dominique Migisha, je suis ressortissant congolais, j'ai 51 ans. C'est vrai que j'ai vécu une grande partie de ma vie en Belgique où j'ai été formé. Et je suis rentré au Congo il y a 5 ans. Je fais partie donc de ces Congolais qui vivent à l'extérieur, mais qui considèrent que notre devoir, c'est aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est ainsi que j'ai laissé la situation que j'avais là-bas et les activités que j'avais là-bas pour venir ici au Congo il y a 5 ans, dans le cadre d'un projet, déjà dans le cadre de la numérisation, puisque c'est un projet de numérisation dans le cadre du secteur foncier, avec tous les problèmes que l'on connaît. Il était question donc d'accompagner le ministère des Affaires foncières déjà à l'époque. Et c'est ainsi que donc j'ai pu me rendre compte d'un certain nombre de difficultés que rencontrait notre pays, et surtout malheureusement cette résistance au changement dans le cadre de ce monde qui évolue. Et c'est ainsi que j'ai donc eu l'opportunité d'accompagner en parallèle de mon activité professionnelle l'actuel chef de l'État qui était à l'époque qui a pris la tête du parti de l'UDPS en 2018. Donc je l'ai accompagné dans sa route victorieuse. J'ai fait partie de son cabinet à l'époque à Limete. Et c'est ainsi que donc j'ai cheminé tant professionnellement dans le cadre de mes activités, mais politiquement à côté du chef de l'État. Et lorsqu'il a composé son cabinet, il a pu de me confier la tâche de conseiller spécial en charge du numérique, la numérisation. Et en réalité, c'est quelque chose qui n'existait pas au Congo. Je pense que ça traduit en fait une vraie vision chez le chef d'État de s'appuyer sur ce secteur pour développer notre pays. Bien évidemment, j'en suis parfaitement convaincu. C'est un secteur que je connais bien. Cet accompagnement, cette transition vers l'économie numérique, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années ici, et j'ai compris en fait les différents écueils, les différentes difficultés. Je pense que le Congo et le Congolais est prêt à aller dans cette direction, mais bien évidemment, il y a des préalables. Il faut l'accompagner, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut expliquer le bien fondé et l'intérêt que cela peut apporter. Bien évidemment, il y a des sujets qui ne font pas débat. Si on prend par exemple la carte d'identité, eh bien, on a là un sujet qui fait l'unanimité. Nous n'avons pas aujourd'hui dans notre pays de registre national d'identité de la population, et ça fait partie précisément des projets phares que souhaite mettre en œuvre le chef de l'État à travers l'exécutif bien évidemment, et en l'occurrence pour ce projet précis, son Excellence le ministre des Affaires de l'Intérieur, donc Gilbert Kakonde Malamba. Donc ce sont des projets qui vont beaucoup aider le développement du pays et le secteur
du numérique, parce qu'aujourd'hui, un système d'identité nationale biométrique, c'est la clé, c'est une base de données et qui sera finalement la mère de toutes les bases de données sectorielles qu'on entend mettre en œuvre dans les différents secteurs. Donc voilà un peu pour me décrire. J'ai 4 enfants, j'ai 51 ans et je suis vraiment comment dirais-je, à la tâche chaque jour au service de la présidence, du chef de l'État et bien évidemment du pays. D'accord. Ce que vous n'avez pas mentionné, c'est ce que vous avez fait comme études. Alors j'ai une formation dans le domaine de la programmation, hein, mais j'ai également été formé à la gestion, hein, parce que j'ai rapidement été indépendant, c'est comme ça qu'on dit en Belgique, entrepreneur. Et très jeune, je me suis donc lancé et donc j'ai eu des activités dans ce secteur. Donc j'ai eu des magasins, des dépôts de commercialisation d'ordinateurs, d'équipements informatiques. On avait une petite division de développement. Et donc c'est ainsi que j'ai évolué. Alors j'ai fait beaucoup d'autres choses par la suite. Je me suis également beaucoup auto-formé. Par exemple, conception de sites, webmaster, et bien d'autres activités. Donc je suis un peu un touche-à-tout, mais c'est vrai que j'ai évolué là-dedans durant au moins une vingtaine d'années. Monsieur Dominique, vous avez parlé des 5 ans depuis que vous êtes ici. Vu votre expérience, quelle est votre analyse du numérique en République démocratique du Congo? Alors, lorsque je suis nommé, c'est le 7 mars 2019, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'étais ici depuis 5 ans, je travaillais, mais vous savez, quand on travaille, on est un peu concentré sur ses propres activités, ses propres sociétés. Je dirigeais une entreprise et j'avais des contacts avec d'autres acteurs, mais je n'avais pas évidemment une vision globale, hein, de l'écosystème. Et c'est vrai que lorsque j'ai été nommé, je savais que, contrairement aux idées reçues, on ne partait pas d'une page blanche, mais je n'avais pas quand même une idée assez précise, et je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait malgré tout un écosystème au Congo qui s'était développé. Lorsque je parle d'écosystème, c'est bien évidemment tous les acteurs dans différents secteurs. Alors il y a des grands acteurs connus, comme les sociétés de télécom, évidemment, les fournisseurs d'accès Internet, etc. Mais il y a je dirais, bien d'autres acteurs, comme les startups, les incubateurs, les académies. Tout ça, c'était des choses qui, malgré tout, étaient embryonnaires, où certaines structures fonctionnaient déjà. Et je me suis donc finalement rendu compte qu'il y avait quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer. Bon, je m'en suis réjoui, hein, parce qu'après tout, ça a facilité les choses pour pouvoir essayer de structurer l'action que nous devions mener. Donc, on a un dynamisme, une volonté, une jeunesse qui souhaite, pour certains, embrasser ce secteur, et c'est une très bonne chose. C'est vraiment l'économie de demain, l'économie numérique, c'est vraiment l'avenir. Et bien évidemment, ce que nous avons fait d'entrée de jeu, à la demande du chef de l'État, à qui une fois de plus je rends hommage pour l'action qu'il mène et pour la confiance qu'il m'a accordée dans cette fonction. Il donc nous a demandé d'élaborer un plan, une feuille de route stratégique pour pouvoir mener la transition numérique de la République démocratique du Congo. Mais êtes-vous optimiste sur le domaine, sur l'avancement du domaine numérique? Je suis optimiste. Alors bien évidemment, nous avons des grands défis à relever. On s'en est rendu compte lorsque nous avons élaboré le plan national du numérique, qui est cette feuille de route voulue par le chef de l'État pour baliser le chemin de cette transition, de cette modernisation nécessaire dans notre pays. Il y a donc des grands défis à relever. Le premier défi, c'est bien évidemment au niveau des infrastructures. Nous avons un grand déficit. Nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui de fibres optiques déployées dans notre pays. Sans la fibre optique, sans l'accès à l'Internet,
il sera bien évidemment difficile de développer le numérique. Donc, c'est quelque chose qui a été bien identifié. Le ministre sectoriel, son Excellence Augustin Kibassa Madiba, l'a bien évidemment compris. Et c'est ainsi qu'il avait pris cette initiative au mois de février de convoquer les investisseurs et d'inviter les investisseurs à s'intéresser à sa stratégie de déploiement de fibres optiques et d'infrastructures dédiées. C'est ainsi que, je pense, nous avons malgré tout de quoi être optimiste parce que nous sommes un pays attractif et nous aurons à cœur, dans les années à venir, de construire cette fibre optique. Nous pouvons nous appuyer sur une jeunesse dynamique et entreprenante pour développer le secteur. Et bien évidemment, il y a la fonction publique, l'administration, qui est appelée à se transformer dans sa façon de travailler, dans son rapport aux citoyens, avec la gouvernance électronique. Ce sont des choses qu'on doit mettre en place et ça va évidemment créer beaucoup d'opportunités pour le secteur, pour les développeurs, pour les jeunes, pour créer des solutions, des logiciels, des applications que l'administration congolaise demain va utiliser dans sa façon de travailler. L'année dernière, vous vous êtes fait démarquer par l'organisation du plan numérique national Horizon 2025. Comment cette idée est-elle née? Alors, comme je l'ai dit, lorsque nous sommes arrivés, bien évidemment, le numérique n'avait jamais été, je dirais, à l'agenda politique des précédents gouvernements. Bien évidemment, il y a le ministère des PTNTIC qui est historique, mais le numérique, c'est une notion qui est encore plus large et englobante et qui dépasse finalement le cadre strict des PTNTIC. C'est le chef de l'État, on lui doit cela, qui a, pour la première fois dans notre pays, fait en sorte que le numérique soit à l'agenda politique. Et donc, il a fallu évidemment structurer notre stratégie, traduire la vision du chef de l'État lorsqu'il nomme un conseil spécial en numérique, c'est qu'il attend du numérique, qu'il puisse l'aider dans la mise en œuvre de ses politiques. Comme vous savez, le chef de l'État a des volets sociaux très importants au niveau de sa politique. Pour n'en citer que deux, il y a la gratuité d'enseignement. Il y a également la couverture médicale universelle. La gratuité de l'enseignement est un projet qui est déjà en cours. La couverture médicale universelle, c'est permettre à chaque Congolaise et chaque Congolais de pouvoir se soigner de manière mutualisée et donc à moindre coût ou de manière gratuite. Et ça, c'est un projet aussi fondamental qui tient à cœur au chef de l'État. Ces deux projets ont en commun le fait de s'adresser avant tout aux classes les plus défavorisées de notre pays, mais à la fois, ce sont des projets qui sont extrêmement coûteux, qui ne sont pas des projets productifs. Et donc, ça nécessite des moyens. Ça nécessite des moyens et ça nécessite aussi de mieux organiser la société congolaise. Et c'est en cela que le chef de l'État compte aussi sur le numérique, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la maximisation des recettes. C'est d'autant plus aigu actuellement avec la crise du Covid. Et donc, c'est en cela que nous sommes à la tâche pour pouvoir, je dirais, dans le cadre du plan qui a été élaboré, dans le cadre de sa mise en œuvre, de bien évidemment dégager des priorités qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est un plan quinquennal qui s'appelle Horizon 2025, c'est-à-dire que c'est un plan qui va se décliner sur toutes les prochaines années et ensuite il y aura donc bien évidemment un nouveau plan pour pouvoir lui succéder. Donc nous avons identifié 68 projets prioritaires qui sont dans ce plan. C'est un document qui existe et qui, je veux vous ravir la parole. 128 pages. D'accord. Et donc, c'est à l'intérieur de ce plan qu'il y a ces 68 projets prioritaires, d'où un certain nombre de projets vont être dégagés par rapport aux urgences du moment, le Covid, la maximisation des recettes. D'accord. C'était ma question, mais vous avez déjà dit un peu tout. Mais j'aimerais quand même poser, au cas où il y a quelque chose à ajouter, si vous pouvez nous parler du plan national du numérique. Alors, s'agissant du contenu de ce plan, d'abord, il faut dire ceci, c'est un document qui a été élaboré par l'expertise congolaise. Je dis cela parce que certains autres pays en Afrique qui sont passés par le même chemin, ça veut dire comment faire du numérique qui aujourd'hui révolutionne le monde, c'est une évidence,
comment en faire un atout pour le développement. Et donc certains pays ont dû faire appel à des structures, des sociétés spécialisées qui accompagnent les États pour l'élaboration de ce type de documents stratégiques pour qui leur servent de feuille de route dans leur cadre de leur développement. La chance que nous avons au Congo, c'est d'avoir malgré tout une expertise avérée dans le secteur. Et c'est sur cette expertise que nous nous sommes appuyés. Nous avons créé un cadre de concertation avec une quarantaine d'experts congolais. Et donc, c'est ces experts qui ont, je dirais, fait les grandes articulations de ce document, qui s'est traduit par la rédaction ce qu'on a appelé le draft 0, donc c'était vraiment le projet de plan. Ensuite, à la demande du chef de l'État, qui veut faire du numérique congolais pas une affaire que de Kinshasa, il veut faire une affaire de toutes les provinces, de tous les Congolais. Toutes les provinces ont été associées et invitées lors d'un grand atelier qu'on a organisé au mois de septembre 2019. À cela se sont ajoutés la société civile, les acteurs du secteur, les institutions. Et donc c'est vraiment le Congo réuni et représenté, on peut dire, qui s'est retrouvé, on s'est retrouvé à plus de 400 personnes. Il faut quand même le souligner. Parfois on dit que 3 Congolais autour d'une table, vous leur donnez un sujet, ils seront incapables de s'entendre sur ce sujet. Là nous nous sommes retrouvés à plus de 400 et nous avons pu dégager un consensus sur une approche, sur une stratégie. Et cette approche stratégique, c'est le plan national du numérique qui traduit la vision du chef de l'État. Et donc, c'est cela l'exercice. Et il contient quoi ce plan? Puisque c'est quand même cela qui était votre question. Eh bien, j'ai bien voulu dire que c'était avant tout un plan congolais. Ce n'est pas des idées qu'on est parti chercher ailleurs. On a réfléchi aux carences, aux déficits de notre secteur, qui a été accumulé depuis un certain nombre d'années. Et qu'est-ce qu'il fallait pour le Congo, pour le secteur du numérique congolais, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc on a identifié 4 piliers sur lesquels il convenait d'agir. Le premier pilier, c'est les infrastructures, j'en ai parlé. C'est la fibre optique. Ce sont les solutions satellitaires, les capacités satellitaires. On est un pays continent et donc bien évidemment, nous n'avons pas de capacité satellitaire propre et c'est quelque chose que nous pourrions envisager pour faciliter la communication entre les différentes régions. Nous n'avons pas également de capacité de stockage de données. Les données, c'est vraiment l'or noir de demain. Et donc, aujourd'hui, au Congo, nous n'avons pas un centre de stockage de données de référence aux standards internationaux. Ça fait partie aussi des priorités dans le pilier infrastructure. Ensuite, vous avez le pilier des usages applicatifs. Les usages applicatifs, c'est bien évidemment tout ce qui concerne l'utilisation du numérique au quotidien. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est l'administration congolaise. Je pense que lorsque vous allez dans les différentes administrations congolaises, vous constatez que l'utilisation, l'usage des nouvelles technologies, des ordinateurs, n'est pas généralisé. Il n'y a que dans quelques services qu'on peut voir de temps en temps un ordinateur. C'est cela que nous devons promouvoir à travers les usages applicatifs. C'est valable également dans d'autres secteurs en dehors de l'administration publique. Ensuite, nous avons le contenu. Le contenu, si je peux prendre une analogie ou faire une métaphore, c'est d'une certaine façon comme si vous considérez les autoroutes de l'information que sont aujourd'hui la fibre optique, c'est-à-dire c'est les tuyaux à travers lesquels l'information circule de manière quasiment instantanée. Lorsque vous envoyez un message à une personne qui se trouve à l'autre bout du monde, par WhatsApp, c'est instantané. Ça passe par cette autoroute. Et il y a du contenu, c'est du divertissement, c'est de la vidéo, c'est de l'image, du son. Et donc, ce sont des véhicules qui circulent sur ces autoroutes et il convient qu'il est important qu'il y ait des véhicules congolais également. C'est-à-dire qu'en fait, que nous ne soyons pas inondés par du contenu qui vient de l'étranger. Et donc, c'est important parce que derrière ce contenu, cet enjeu du contenu, il y a toute une industrie, il y a toute une économie du contenu. Il est important que le Congo puisse prendre toute sa part dans cette économie du contenu. Pour parler de quelque chose que tout le monde connaît, c'est la musique. Eh bien, vous allez vous rendre compte que à l'échelle africaine, la musique, l'image, les créations audiovisuelles
À part quelques pays comme le Nigeria, un peu la Côte d'Ivoire, l'Afrique déjà à l'échelle mondiale est déjà très petite, c'est quelques pourcentages seulement. Et à l'échelle de l'Afrique, le Congo c'est encore plus petit, alors que nous avons beaucoup de créateurs ici, de contenu, beaucoup de créativité. Et donc c'est en cela que nous devons aider ces créateurs à s'adapter au monde d'aujourd'hui, au nouveau mode de consommation. On regarde de moins en moins, on achète de moins en moins de journaux papier, on consomme ça sur Internet et nous devons donc accompagner, aider toutes ces initiatives. Il y a par exemple dans les médias, les journaux en ligne congolais, c'est aujourd'hui le vecteur d'information pour de nombreux Congolais, pour savoir ce qui se passe au Congo et dans le monde. Nous devons voir comment accompagner le développement de cette industrie des médias en ligne congolais. Donc ça, c'est le contenu. Enfin, quatrième pilier de ce plan, c'est la gouvernance et la régulation. La gouvernance et la régulation, c'est parce que le cadre législatif qui est aujourd'hui en vigueur dans notre pays n'est malheureusement plus du tout adapté à la réalité que nous vivons aujourd'hui, notamment dans ce secteur. Donc il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui ne sont pas encadrées par des dispositifs législatifs, et c'est ainsi qu'il conviendra de faire en fait en sorte que nous puissions combler ce fossé. Pour ne prendre que deux exemples qui vont parler à vos téléspectateurs, il y a donc ce qu'on appelle les délits liés par exemple aux fake news, des utilisations inappropriées de vidéos à caractère privé. On a vu certains scandales ces dernières semaines, ces derniers mois au Congo. Eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est difficile pour finalement la justice congolaise, pour les personnes en charge du maintien de l'ordre, de pouvoir lutter contre ces phénomènes, parce que le dispositif législatif n'est pas tout à fait adapté. Et donc il faudrait une loi pour cela. Même chose pour les données à caractère personnel. Il y a aujourd'hui, lorsque vous téléchargez une application, il y a de nombreuses applications qui sont liées à qui ont des mécanismes qui leur permettent de capter un certain nombre de données qui vous concernent. Donc vous n'avez pas finalement conscience qu'elles sont en train d'être captées, parce que finalement vous avez à un moment donné dit j'accepte, mais vous ne savez pas exactement ce qu'il y a derrière le fait d'avoir accepté cela. Et donc c'est tout cela qui doit également être encadré pour ne pas finalement que le Congo soit finalement dépassé par cette révolution. Nous avons à avoir la maîtrise des données qui entrent, qui sortent, et surtout de ce que les propriétaires de toutes ces applications en font. Ce sont des débats qui ont déjà eu lieu ou qui ont lieu en Europe, parce qu'ils ont évidemment déjà ce dispositif législatif. C'est le cas par exemple de Facebook, qui est un géant que beaucoup de Congolais utilisent, des millions de Congolais utilisent, mais on ne sait pas ce que ces géants font des données des Congolais. L'État congolais doit reprendre la maîtrise de ce sujet, et ça sera à travers un dispositif législatif. Et donc c'est le quatrième pilier de la gouvernance. La régulation, bien évidemment, c'est le fait de faire en sorte qu'on fasse aussi de la place aux développeurs et aux créateurs congolais dans le cadre de ce qu'ils puissent, pour leur permettre finalement de coexister, de cohabiter et de pouvoir aussi avoir la possibilité de se développer. En parlant des stratégies, ces plans est axé sur 4 piliers que vous venez de citer tout à l'heure, et on aimerait savoir quel est le bilan aujourd'hui, parce que jusque-là nous ne voyons pratiquement rien sur terrain. Alors, c'est une excellente question. C'est un plan qui a été donc élaboré de manière extrêmement inclusive, je l'ai dit, de manière très participative. L'impulsion est venue de la présidence de la République. Ça s'est fait sous le haut patronage du chef de l'État, bien évidemment dans le respect du processus constitutionnel. Ce plan a été transmis à l'exécutif pour sa mise en œuvre, parce que la mise en œuvre de ce plan, c'est bien évidemment l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Et le processus est en cours. En tant que conseiller du chef de l'État, bien évidemment, j'aurais souhaité, et acteur du secteur, j'aurais souhaité
que ça aille plus vite, que les choses aillent plus vite, ça je vous le concède. Mais à l'heure où je vous parle, le processus est en cours, le processus d'appropriation de ce plan par l'exécutif qui devrait lui permettre de le mettre en œuvre. Il y a une structure qui est prévue dans ce plan, qui existe dans de nombreux pays qui ont su tirer parti du numérique, c'est l'Agence de développement du numérique. Une agence transversale, parce que le numérique a cette singularité d'être un secteur extrêmement transversal. Vous avez une matière, mais qui va à la fois concerner tout le monde. Le registre national, c'est un parfait exemple. Ben, finalement, ça va concerner tout le monde. Lorsque le ministère des Finances, à travers ses régies financières, met en place toute une série de dispositifs, eh bien, ça va pouvoir concerner le ministre des Affaires foncières, pour par exemple tout ce qui concerne les taxes foncières, etc., etc. Et donc, c'est à chaque fois beaucoup de transversalité. C'est pour ça que cette agence est importante pour que le plan soit mis en œuvre de manière coordonnée. Il faut qu'on mutualise nos moyens. Nous sommes un pays qui ne disposons pas de beaucoup de moyens. Personnellement, je plaide pour la création d'un data center de référence où les ministères pourront loger leurs données, plutôt que chaque ministère construise un petit data center chacun de son coin. C'est un exemple de ce qu'une agence du numérique peut faire en termes de coordination d'une action par rapport à la mise en œuvre d'un tel plan. Et donc aujourd'hui, malgré cette appropriation de l'exécutif que nous attendons, il y a malgré tout de nombreux projets qui sont en cours et qui ont été malgré tout initiés. Je pense au premier d'entre eux, c'est donc le système national d'identité digitale, avec l'accompagnement de la BAD, qui est mis en œuvre par le ministre de l'Intérieur. Il y a le ministre des Affaires foncières, son Excellence Molendo Sakombi, qui a fait valider au gouvernement un plan de relance du projet de numérisation du cadastre et de sécurisation des titres fonciers et immobiliers. Il y a le ministère des Finances, qui a un grand projet qui s'appelle e-Finance, d'interconnexion de 3 régies financières, DGI, DGRAD, DGDA. C'est un projet d'importance qui va également être mis en œuvre. Il y a le secteur de la santé qui a mis en place une agence de santé numérique, l'ANISIS, qui est dirigée par le DG, M. Jean-Marc Mayaka, qui est très dynamique, notamment sur tout ce qui concerne la lutte contre la pandémie Covid-19. Beaucoup d'initiatives ont été prises dans ce sens. Il y a bien évidemment le secteur de la santé. Nous avons un projet pour le ministère de la Justice que nous devons approcher, parce qu'il y a aussi là un énorme enjeu en termes notamment d'archivage des jugements. C'est un aspect très important pour la démocratie et le bon fonctionnement de la démocratie de notre pays, c'est que la justice puisse conserver les jugements durant la période légale. Actuellement, si vous allez dans les cours et tribunaux, vous allez constater que les jugements ne sont pas conservés dans des conditions propres. Et la justice également pourrait beaucoup tirer parti d'une numérisation, notamment dans son rapport avec le justiciable. Donc, comme vous pouvez le voir, en dépit de cette appropriation que nous attendons du gouvernement, il y a pas mal de projets qui sont déjà en route, parce que le numérique n'attend pas. Le numérique, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, et il y a heureusement des ministres qui l'ont bien compris. Pour d'autres, c'est plus difficile, mais il y a des ministres qui ont bien compris, et je m'en réjouis dans le cadre de ce que nous souhaitons faire, de ce que le chef de l'État souhaite faire en termes d'utilisation du numérique pour le développement de notre pays. D'accord. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, contrairement à l'année dernière quand vous avez lancé ce forum. À quel niveau se situe votre collaboration avec les différents ministères concernés pour rendre possible le plan national du numérique? Alors, nous avons évidemment un ministère de référence, ou deux. Il y a le ministre des PTNTIC,
dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a également le ministre de l'Innovation. Ne pas oublier que c'est recherche et innovation, mais le volet innovation, c'est bien évidemment au cœur de ce secteur. Lorsqu'on parle par exemple des startups, qui sont un des volets de l'écosystème technologique, eh bien c'est bien souvent de l'innovation, c'est bien souvent la matérialisation d'idées nouvelles, d'approches nouvelles, et donc ce sont les deux ministères avec lesquels nous collaborons. Bien évidemment, ils ont été de manière prioritaire informés sur je dirais le plan national du numérique. Dès sa prise en fonction, dès les semaines qui ont suivi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre des PTNT, que son Excellence Augustin Kibassa Maliba, qui s'est montré extrêmement ouvert sur ce plan. Et donc, après, il y a tout un processus donc, qui doit se faire entre la présidence et la primature. Et donc, comme je l'ai dit, le processus est en cours. Nous avons de très bonnes relations. Bien sûr, on aimerait que les choses aillent plus vite. Ça, c'est une évidence. Mais le ministre est responsable de son secteur. Et donc, il a la chef de l'État qui donne l'impulsion. Après, il appartient au gouvernement de prendre le relais, de traduire cette vision programmatique de manière concrète sur terrain. Mais déjà, vous travaillez en étroite collaboration avec quel ministère? Et est-ce facile? Alors, comme je l'ai dit, donc, nous travaillons avec plusieurs ministères. Bien évidemment, c'est plus facile de travailler avec des ministres qui comprennent le sujet, qui comprennent la vision, qui comprennent la nécessité pour notre pays d'aller de l'avant. Alors, j'ai dit, il y a, pour n'en citer que quelques-uns, il y a son Excellence le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakandé, qui bien évidemment connaît le sujet. Alors, c'est peut-être lié au fait qu'il a, lui également, vécu à l'extérieur. Quand vous avez vécu à l'extérieur, il y a des choses qui sont extrêmement naturelles. Et il y a des choses qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Par exemple, le fait que lorsque vous allez à l'administration, eh bien, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas clairement identifié. On ne sait pas exactement qui vous êtes avec certitude. Et c'est un problème dans notre pays parce que c'est ainsi qu'il y a malheureusement beaucoup de faux documents qui circulent, de fausses identités qui circulent. Et cette incertitude, c'est quelque chose que lorsque vous avez vécu à l'étranger, vous pouvez effectivement comparer avec un autre mode de fonctionnement. Ailleurs, vous avez des identités certifiées parce que c'est biométrique. On sait qui vous êtes, vous avez un numéro unique que vous avez depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Ouais. Et donc, c'est cela qui facilite aussi la compréhension. Donc, pour le ministre de l'Intérieur, il a bien évidemment intériorisé tous ces éléments-là. Et donc, la mise en œuvre de la promesse de campagne du chef de l'État de doter notre pays d'un registre national, c'est quelque chose qui est assez naturel pour le ministre de l'Intérieur. Le ministre des Affaires foncières, c'est un autre bon exemple de quelqu'un qui comprend les enjeux. Il est arrivé à la tête d'un ministère des Affaires foncières qui, depuis des années, le secteur des affaires foncières est celui qui engendre le plus de conflits dans les cours et tribunaux de notre pays. Certains parlent de 70%, d'autres 80%, jusqu'à 90%. Donc, lorsque vous allez au tribunal, plus de la majorité, plus de la moitié des dossiers traités, c'est des dossiers liés à des conflits fonciers. Quelle est la raison de cela? La raison, elle est double. La première, c'est bien évidemment la problématique de l'identité. On ne sait pas toujours qui est qui, on sait très facilement identifier, falsifier, et non parce qu'on n'a pas de certitude. C'est ce que va régler le registre national biométrique de la population. Vous allez pouvoir être identifié de manière certaine par votre biométrie, le pouce, l'iris, le visage. L'autre problématique, c'est la conservation des archives et la façon dont les titres sont émis. Donc là aussi, c'est que du papier. Il n'y a pas de... le processus informatique n'intervient pas. Or, c'est lorsque vous mettez la machine entre les hommes que vous parvenez à lutter contre les mauvaises pratiques. Bien sûr, il y a, comme dans toutes les administrations, une majorité de gens qui n'aspirent qu'à faire son travail honnêtement. Mais il y a, il faut le dire aussi, des personnes qui profitent de ces failles pour
finalement mettre en œuvre des mauvaises pratiques et qui engendrent des conflits. Le premier conflit dans les affaires foncières, c'est la superposition des titres. Ça veut dire que vous avez une parcelle qui a un titre, mais vous avez un deuxième titre qui arrive, qui peut parfois être émis par l'administration foncière, ce qu'on appelle les vrais faux titres. Donc vous pensez être effectivement détenteur de cette parcelle, mais il y a déjà quelqu'un qui est détenteur. Alors comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces problèmes ailleurs? Parce qu'ils ont numérisé le cadastre foncier. Ça veut dire que la parcelle, il y a les coordonnées géoréférencées, tout le monde connaît le GPS, vous connaissez je pense le GPS, ça permet de géolocaliser finalement l'espace. Et donc, en géolocalisant l'espace, vous pouvez également donc, définir et délimiter de manière électronique et donner des données chiffrées sur une parcelle bien déterminée. Et lorsque vous introduisez ces données dans un système et lorsque vous faites en sorte que le conservateur des titres, qui est supposé émettre le titre, doit passer par ce système pour s'assurer, lorsqu'il émet un titre, que la parcelle qu'il est en train, le titre qu'il est en train d'accorder sur un foncier, sur un espace bien déterminé, à un endroit bien déterminé, n'est pas déjà occupé. Pour éviter cette superposition. Et lorsqu'on aura mis en place ce système, c'est le système qui va finalement informer le conservateur que vous ne pouvez pas donner un titre sur cet endroit. Il y a déjà quelqu'un. Alors si la personne n'est pas là de manière régulière, bon, au moins avant que le titre ne soit émis, ils pourront faire toutes les vérifications et tous les réglages possibles. C'est cela que je dirais qu'il faut intégrer en termes de principes qui aident à la meilleure administration du foncier, et c'est valable dans tous les secteurs, c'est que le numérique ne se trompe pas. Le numérique ne ment pas, c'est binaire, c'est comme un ordinateur, c'est comme une calculatrice, ça ne se trompe pas. Et donc, les hommes se trompent, délibérément ou accidentellement, mais pas la machine. Et donc, lorsque vous aurez sanctuarisé l'ensemble de vos parcelles, si vous avez une parcelle et qu'on sait que telle coordonnée appartient à telle madame et que ça se trouve dans la base de données, plus personne ne pourra sortir un titre parce qu'on va dire, il y aura une alerte qui va dire non, cette parcelle est déjà à quelqu'un. On ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Et on aura réglé une grande partie des problèmes du secteur foncier. Il y aura toujours des problèmes de succession, de famille, mais ça ne sera pas, je dirais, pandémique comme ça l'est aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour le ministre des Affaires foncières. Il y a d'autres ministres avec qui on arrive à discuter très, très ouvertement. C'est le cas du ministre de l'économie, plutôt des finances, hein, son Excellence, M. José Célé, qui m'avait rapidement écrit un courrier indiquant qu'il avait bien compris la vision du chef de l'État, un courrier très documenté. Et donc, je suis très confiant qu'il y a beaucoup de ministres avec lesquels il sera très facile de collaborer, parce qu'après tout, c'est eux qui doivent, dans le cadre de leurs attributions, mettre en œuvre cette transition, et ils doivent savoir que ça ne pourra que les aider. Il n'y a pas un ministère qui peut dire non, le numérique, j'en ai pas besoin, je suis très bien comme ça. Non, ils en ont tous besoin, et on est là pour les aider, pour les accompagner, pour faire en sorte qu'il y ait de la transversalité dans tout ce qui se met en place pour leur faciliter le travail. Et durant la Covid-19, vous vous êtes à nouveau démarqué avec les financements des applications. Il y avait 3 gagnants, je mentionne, il y avait 3 gagnants, une continuité du plan ou un coût de la publicité. Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, nous avons pris effectivement cette initiative, alors en collaboration avec l'ANISIS. J'en ai parlé, c'est l'agence de santé numérique qui d'ailleurs assumait le lead. Nous ne sommes pas, je dirais, un organe exécutif en tant que tel. Moi, je suis un conseiller du chef d'État en la matière. Mais ce que nous faisons également, vous savez, à tout moment, c'est la promotion de la culture du numérique. C'est d'ailleurs finalement la première action que l'on fait quand on appuie ce genre d'initiative. Pourquoi? Parce que la culture du numérique, ça fait partie du plan du numérique. C'est quelque chose que nous devons petit à petit commencer à intérioriser. Vous savez, je le dis souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils utilisent le numérique bon, quasiment quotidiennement. En tout cas pour celui qui a un smartphone ou un GSM, bon, lorsqu'il passe un appel, lorsqu'il envoie un message, ben, quelque part c'est du numérique. Nous devons essayer d'aller plus loin dans nos comportements, nos pratiques, parce que à travers le monde, de nombreux pays ont su
atténuer les effets négatifs de la Covid grâce au numérique. Prenons un exemple, l'éducation. La Covid, que personne n'attendait, a fait en sorte que les gens soient confinés chez eux. À un moment donné, dans le monde, il y avait 4 milliards de personnes qui étaient confinées. C'est pratiquement la moitié de l'humanité. Les gens étaient obligés de rester chez eux à la maison. Bon, vous avez des enfants qui ne peuvent donc plus aller à l'école. Mais il y a des pays qui ont rapidement mis en place des systèmes pour permettre aux élèves de continuer leur apprentissage à la maison. Pour ça, évidemment, il faut la fibre. Il faut des capacités de connectivité. Il faut un accès soit gratuit ou soit, je dirais, à des prix abordables. Bref, tous ces préalables, malheureusement, nous ne les avons pas. Et c'est une façon aussi pour nous, ça a été une façon pour nous de pouvoir démontrer l'importance du numérique. Mais malgré tout, malgré nos difficultés, malgré ce déficit, avec l'ANICIS, on a pu quand même, je dirais, faire en sorte que on démontre qu'il y avait certaines réponses qu'on pouvait apporter et trouver localement. Ça a été finalement le moteur de ce challenge que nous avions effectivement encouragé, le challenge Stop Coronavirus RDC. Nous avons fait un appel à projet et nous avons reçu 209 projets. J'ai bien dit 209 projets. Donc c'est pour vous dire à quel point, ça répond aussi à la question que vous m'avez posée précédemment, à quel point l'écosystème congolais est quand même vital, est quand même vivifiant. Vous pensez que dans tous les pays d'Afrique, vous aurez fait un tel appel à projet dans le cadre du Covid, vous auriez autant de candidatures? Je ne pense pas. C'est la preuve qu'il y a une vraie créativité dans notre pays. Alors c'est vrai qu'il a fallu retenir 3 gagnants qui ont reçu un prix sponsorisé par la TMB que je salue et que je remercie par rapport à cela. Et ensuite, il a fallu donc mettre en place, organiser la plateforme. Ça n'a pas été facile et d'ailleurs, honnêtement, le processus est toujours en cours. Nous avons eu comme approche le fait que cette pandémie risque malheureusement de s'inscrire dans la durée. Et donc, il y a eu pas mal de réponses pour le côté immédiat. On s'est dit, réfléchissons aussi pour dans la durée, comment faire en sorte qu'on puisse vivre avec le Covid. Et c'est d'ailleurs la période dans laquelle nous sommes actuellement, où les activités ont repris, mais la maladie n'a pas disparu. Et donc c'est un peu dans cette logique que nous inscrivons. Donc ça a été fait donc avec la collaboration de Congo Tech Network, qui est une ASBL de référencement des acteurs tech que nous soutenons également. Et comme je l'ai dit, l'ANICIS, l'agence de santé numérique qui relève et qui dépend du ministère de la Santé, et donc et qui a pris beaucoup d'autres initiatives. Donc ça, c'était par rapport à cette réponse qu'on a voulu apporter. Mais comme je l'ai dit, nous sommes toujours et avant tout dans la promotion de cette culture du numérique pour expliquer que dans tous les domaines, y compris la santé, ça c'était un bon exemple, eh bien il y a des solutions. Et ce qui est très important également, et je tiens vraiment à le dire, et je profite de votre passage ici, c'est que il faut que, comme l'a dit le chef de l'État dans son récent discours à l'occasion des 60 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance, il faut qu'on change de paradigme. Il faut que la jeunesse congolaise puisse avoir demain d'autres repères, d'autres références, d'autres modèles de réussite. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise se dit, pour réussir, il faut que je fasse de la politique. Il faut que je me rapproche du politique. Il faut que je puisse être recommandé par un politique. Donc, tout tourne autour de la politique. C'est vraiment un modèle qui aujourd'hui est dépassé. C'est un modèle que nous devons briser. Et nous devons donner de nouvelles perspectives à la jeunesse congolaise. Alors, dans le secteur du numérique, je souhaite vraiment que les décideurs, que ce soit au niveau institutionnel, même au niveau privé, c'est les grandes entreprises, les acteurs du secteur minier, lorsqu'ils ont des projets numériques, des applications à développer, des systèmes à mettre en place, il faudrait vraiment qu'ils se mettent à faire confiance à la jeunesse congolaise, qu'elle puisse montrer ce qu'elle sait faire et qu'elle puisse prendre toute sa part et qu'il y ait des modèles de réussite congolais sur lesquels d'autres Congolais pourront maintenant s'identifier. C'est très important pour briser ce cycle où on a actuellement, ou jusqu'aujourd'hui, on avait eu comme seul et unique modèle de réussite la politique. C'est quelque chose vraiment qui me fait mal au cœur. C'est le chef de l'État
l'a bien compris, il l'a dit avec des mots forts. Je pense qu'il est vraiment temps que nous puissions prendre nos responsabilités et je lance vraiment cet appel à l'ensemble des décideurs congolais ou qui opèrent ici au Congo, de faire confiance aux jeunes Congolais parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup depuis que j'ai ce privilège de conseiller le chef de l'État en cette matière. Et je peux vous dire que beaucoup sont sur les starting blocks. Ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur laisse faire leurs preuves. Et beaucoup d'entre eux ne vont pas décevoir ceux qui leur feront confiance. Et quand vous regardez notre pays, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, quelles sont les principales faiblesses qui vous empêchent d'avancer dans ces domaines? Bien. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment des faiblesses. Ou plutôt, je pense qu'il faut qu'on puisse regarder ça différemment. Voyons tout cela comme des défis. Des défis à relever. On a des défis structurels. Si je parle de mon secteur, on a des défis structurels. Le plus grand, c'est bien évidemment, j'y reviens, les infrastructures. Et la population aussi, qu'est-ce qui empêche la population d'avancer? Vous savez, la population, elle évolue dans un cadre et il appartient au pouvoir public de faire en sorte que ce cadre soit propice, notamment à l'entrepreneuriat. Je suis très frappé par le fait que dans notre pays, on est, et c'est la conséquence de ce que j'expliquais précédemment par rapport à cette croyance de la jeunesse au modèle politique comme modèle d'accession. Parce qu'il y a également la croyance que l'État pourra engager un jour tout le monde. Ce n'est pas vrai. L'État n'est pas là pour engager, n'est pas là pour recruter, n'est pas là pour employer. Il y a un secteur qui est là pour ça, c'est le secteur privé et ce sont les entreprises. Et en particulier, les toutes petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises, ça compte dans un pays, notamment pour le PIB, on voit avec le secteur minier. Mais ce qui comptera le plus pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, ce sont les TPE, les très petites entreprises. Pour vous donner deux exemples, en Inde, il y a un peu plus d'1,3 milliard d'habitants. Il y a 50 millions de TPE, de très petites entreprises ou d'entreprises moyennes. 50 millions, c'est pratiquement une entreprise pour 25 personnes. Okay. En Italie, c'est autour de 60 millions d'habitants, il y a 5 millions de TPE, de très petites entreprises. Ça peut être une entreprise d'une personne, 2, 3, 4, 5, 10. Et donc, c'est pour vous dire que c'est là où se trouve l'avenir de l'émergence du Congo. Donc, lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parle de l'entrepreneuriat, des jeunes notamment, il met le doigt exactement là où il faut. Et nous devons créer le cadre pour que ces jeunes puissent entreprendre. Alors certains vont entreprendre, tout le monde n'a pas vocation à entreprendre, mais certains vont entreprendre, ils vont commencer seuls, et puis ils vont engager une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et donc, ces entrepreneurs vont créer cet emploi pour leurs concitoyens. Et donc, nous devons mettre le paquet là-dedans en créant ce cadre. Et la meilleure façon de le faire, je le disais tout à l'heure, c'est de leur faire confiance, de leur donner au moins des marchés, de faire quand même, de leur faire de la place au niveau des marchés, même de manière proactive, à travers des mécanismes où on pourrait pratiquement, pourquoi pas mettre en place des quotas. On dit que bon, par rapport au marché public, eh bien, tel pourcentage, c'est pour les jeunes. On définit, c'est quoi un jeune de moins de 25 ans, etc. Il y a des critères à remplir, bien évidemment. Mais voilà, il faut qu'ils sentent qu'on compte sur eux et qu'on est prêt à leur faire confiance. Donc, puisque derrière cela, c'est cela qui permettra à notre pays d'émerger. Alors évidemment, il faut embrasser tous les secteurs. Il y a des secteurs vitaux comme l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Je ne vais pas entrer dans des débats trop techniques ou économiques parce que déjà, je ne suis pas économiste, mais je pense que structurellement, je ne vois pas d'autre solution pour nous en sortir que de créer un tissu économique et qui doit aussi s'appuyer
et on ne doit pas négliger sur les TPE. Alors il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des activités, n'est-ce pas? Sans doute qu'il faut là formaliser cette activité. Donc il y a un gros travail de formalisation. Mais bien évidemment, pour qu'un jeune qui a sa petite activité commerciale dans un quartier et qui n'est connu de personne parce que finalement il le fait comme ça, puisse entrer dans le jeu, il faut aussi qu'il y ait des avantages. Bon, il va devoir s'inscrire, avoir un numéro de registre de commerce, payer un certain nombre de droits et taxes, mais il faut qu'en contrepartie, qu'il ait aussi des avantages. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau du prêt, de l'accès au financement. Et donc, il faut trouver cet équilibre, mais on ne peut pas continuer comme ça à fonctionner avec une économie parallèle et puis une économie formelle qui ne représente pas du tout, finalement, le poids économique de notre pays. Et donc, le numérique peut aider en cela. Ça s'est fait dans d'autres pays. On a, par exemple, élaboré des tablettes, je pense au Sénégal, où ce sont des petites tablettes qu'on donne à ces commerçants qui leur permettent finalement de gérer leur comptabilité, mais surtout qui permet à l'État de suivre maintenant leurs mouvements. Ça formalise cette activité. Et donc là, ce sont des pistes aussi pour ce secteur, à la fois pour les jeunes, pour développer ces modèles, ces tablettes, les logiciels, et puis finalement pour l'État congolais de pouvoir finalement élargir l'assiette et avoir de nouveaux contribuables et faire en sorte que finalement l'économie se formalise. Ce n'est qu'à travers ce type, je dirais, de processus que d'une part notre budget national pourra augmenter. On a un budget qui est anormalement bas, autour de 4 à 5 milliards. Cette année, les objectifs étaient de 11 milliards. La Covid, malheureusement, va faire en sorte qu'on pourra difficilement atteindre cet objectif. Mais ça reste des chiffres qui sont anormalement bas pour un pays de plus de 80 millions, voire peut-être 100 millions d'habitants. On le saura bientôt avec le projet du recensement et du registre national. Merci beaucoup, M. Dominique Mélisha. Nous chutons déjà. Mais avant tout, quel conseil donnez-vous aux startups ou à ceux qui démarrent dans ce domaine du numérique? En tout cas, j'ai moi-même commencé très jeune, ma première activité commerciale, même si ce n'était pas au Congo. C'est vrai que lorsqu'on se lance et qu'on est jeune, on a toujours une boule dans le ventre. On a peur, un peu peur de l'échec, de l'inconnu. Mais je pense qu'il faut savoir aller au-delà. Il faut savoir avoir confiance en soi. Il faut que la jeunesse congolaise aussi puisse développer une culture et de l'excellence et de résultats. Parce qu'en fait, souvent, je reçois beaucoup de jeunes ici, je l'ai dit, de jeunes entrepreneurs, je constate que leurs projets ne sont pas suffisamment aboutis. Le jeune Congolais entrepreneur est parfois un peu dans la facilité, il pense que l'idée suffit. Or, une bonne idée ne suffit pas. C'est bien d'avoir une bonne idée. Après, derrière, il faut avoir maintenant la bonne approche. Il faut savoir apprendre. Il faut savoir prendre le temps. Il ne faut pas toujours être pressé. Et donc, je pense qu'il y a aussi le fait pour ceux qui n'ont pas suffisamment de formation, parce que c'est le propre des start-upers, certains ont effectivement des formations, mais d'autres pas. Et la chance que finalement ce secteur offre, c'est que finalement, ce n'est pas la course au diplôme. C'est la bonne idée, c'est l'innovation, c'est le fait qu'un produit rencontre son public, qu'un besoin rencontre une demande. Et donc, il ne faut pas forcément être bardé de diplôme pour ça. Il faut juste avoir la bonne idée, mais surtout avoir l'envie de faire bien les choses, d'avoir cet esprit de compétition, de faire mieux que l'autre, parce que d'autres peuvent avoir la même idée. Et donc, je ne peux qu'encourager la jeunesse congolaise à entreprendre ou à étudier également, c'est important, de la formation, et à entreprendre. Pour ce qui nous concerne, et surtout pour ce qui concerne le chef de l'État, il l'a dit, c'est un de ses engagements, il va s'employer à créer les conditions pour l'émergence et pour que la jeunesse congolaise puisse trouver un espace pour s'épanouir à travers l'entrepreneuriat ou à travers le travail. Et donc, c'est cela que nous faisons tous les jours, c'est à cela que nous sommes attelés. Donc, je ne peux, moi, qu'encourager les jeunes congolaises et les jeunes congolais à l'entrepreneuriat et à embrasser ce secteur et même tous les autres secteurs, mais le faire avec conviction, avec sérieux et surtout demain avec
l'espoir de pouvoir trouver leur voie à travers le travail, à travers ce qu'ils souhaitent faire, leur passion, mais de finalement se détourner de ce modèle, comme je l'ai dit. J'insiste parce que c'est quelque chose qui me fait mal au cœur, de voir un jeune n'avoir comme seul objectif que d'avoir un numéro matricule pour devenir un fonctionnaire. Ce n'est pas cela que devrait être la vision d'un jeune Congolais. Et donc c'est en cela qu'il faut qu'on puisse élargir leurs horizons et leurs perspectives. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Je signale que M. Dominique Miléja est le conseiller principal du chef de l'État en charge du numérique. Le conseiller spécial. Spécial, oui, je dis spécial. Vous avez dit principal. Ah, ok. Voilà, principal, c'est au niveau des collèges. Bon, voilà. Conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique. Un mot de la fin? Bien, écoutez, le mot de la fin, c'est que malgré la pandémie du Covid que nous traversons, je pense que avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui et je pense aujourd'hui tout le monde en est conscient et le reconnaît, et plein de bonnes intentions pour notre pays, en dépit des difficultés que qu'il peut rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique. Nous restons confiants parce que notre pays recèle de nombreux atouts. On le dit souvent depuis des années. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons à la tête du pays un homme qui est résolu à transformer ses atouts en réalité concrète et faire en sorte que les richesses de notre pays puissent bénéficier réellement à l'ensemble de la population de différentes manières, tant au niveau de la redistribution qu'au niveau des projets auxquels il tient beaucoup. J'ai parlé d'éducation, j'ai parlé de la santé, il y a bien évidemment les infrastructures. Tout cela, c'est des choses qu'il a l'intention de mettre en œuvre, et je pense que nous pouvons être confiants grâce à la présence du chef de l'État à la tête de notre pays. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pouvez-vous prendre des photos sur le téléphone? Bien sûr. Merci d'avoir suivi l'interview. Retrouvez l'intégralité sur votre chaîne YouTube 30 Echo et page Facebook 30 Echo Magazine. Merci et à la prochaine.